Bonjour, ici Hélène Lénard. Je vous remercie de m'avoir invité, donc mes ex-co-doctorants, puisque donc, ça fait 10 ans que je suis en gérontologie. Et donc, depuis 10 ans, j'ai été étudiante pour faire un master. J'ai été directrice d'EHPAD pendant 3 ans et demi. J'ai même été pilote Maya, pour ceux qui connaissent. Et puis, je me suis aussi inscrite en thèse comme doctorante pour mener l'étude dont je vous ai parlé. Et puis, finalement, j'avais une approche très pluridisciplinaire et j'ai préféré rester... je suis restée en veille sur le sujet dont je vous parlais, qui est l'habitat, le thème habitat et vieillissement, en veille avec des porteurs de projets, donc dans le cadre du collectif Habiter Autrement et dans le cadre du réseau APA de l'habitat partagé accompagné. C'est des porteurs de projets qui essaient de développer des formes alternatives, ou en tout cas des formes alternatives à l'établissement et au domicile. Et donc, je travaille avec eux dans une approche études et recherche. Je suis en veille sur le sujet. Et je vais commencer, donc, pour aborder ce sujet, peut-on se passer de l'EHPAD, par vous présenter donc mes 2 premières visites de terrain, il y a en 2008. Pour ceux qui se souviennent, c'était... le mois de ce scandale des infiltrés. Et donc le moment où il y a eu dans l'émission Les Infiltrés, donc il y a quelqu'un qui s'était fait passer pour une stagiaire et qui avait fait une vidéo dans les EHPAD. Et suite au scandale que ça avait déclenché, il y a eu le plan Bientraitance qui avait été mis en œuvre. Donc, première visite. Donc, je choisis pour mon mémoire de m'occuper des petites... Alors, on ne sait pas si je dois dire structure, dispositif... de faire une comparaison entre des petites unités en France et en Allemagne. Donc, une amie allemande me dit ma cousine est architecte et vient de travailler sur... une colocation, ça s'appelait Demenz-WG, les Allemands n'ont pas peur des mots. Donc une colocation pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer qui vient d'ouvrir. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai téléphoné à cette cousine de mon amie et je suis allée visiter donc cette colocation qui est dans une petite maison, donc qui a été ouverte à l'initiative d'une association qui voulait sauvegarder cette vieille poste qui était un élément de patrimoine et qui a accompagner le développement de cette colocation. Donc, 8 personnes y habitent, en colocation, accompagnées au quotidien par une équipe d'auxiliaires de vie, aidés de soins à domicile, qui assure une présence 24 heures sur 24, 2 personnes en journée, 1 personne la nuit. Donc, il y a un modèle bien particulier. Donc, c'est une colocation, et le principe, c'est la responsabilité partagée, dont on parlait ce matin. Donc, partage de la responsabilité, c'est-à-dire un groupe d'aidants se constitue en collectif pour piloter le fonctionnement. Donc c'est eux qui trouvent les locaux, on les aide à trouver. Donc la responsabilité partagée, c'est entre le bailleur, le collectif et puis le service d'aide et de soins à qui est confié, suite à un appel à projet, à qui est confié l'accompagnement au quotidien des personnes. Et en général, donc, il y a une instance tiers qui peut être professionnelle, qui peut être bénévole, qui peut être une structure ad hoc, qui aide le collectif et qui aide le collectif à fonctionner. Donc les locataires sont chez eux, ce dont on parlait ce matin. Les soignants sont invités. En allemand, il y a le concept on a la maîtrise de la clé. Les soignants sont invités et les proches viennent voir leurs parents comme dans un domicile ordinaire. Donc c'était assez extraordinaire puisque quand j'ai fait cette visite, ça avait ouvert depuis moins d'un mois, après un processus de 1 ou 2 ans suivant les familles, donc de constitution de ce collectif et de montage du projet. Donc c'était une initiative citoyenne et alors par chance en plus un projet intergénérationnel puisque dans le rez-de-chaussée il y avait une association d'entraide pour femmes
et un jardin d'enfants. Donc ça, c'est ma première visite. Ma deuxième visite, donc je regarde le fichier Finesse. J'avais compris que c'était pour ma mémoire qu'il y avait quelque chose qui s'appelait petite unité de vie. Et donc, je trouve dans le fichier Finesse une petite unité de vie à Sceaux. Donc, je prends le téléphone, j'appelle le directeur qui me dit bah, « c'est même pas la peine que vous veniez, on va fermer, on va être repris par un EHPAD le mois prochain ». Donc ça, c'était aussi fin 2008. Je lui dis, bon, bah, ça m'intéresse, moi, que ça marche ou que ça ne marche pas, ça m'intéresse. Donc je suis allée voir. Donc c'était une petite unité de vie qui avait été créée par une association de quartier en 1994. Une association de famille dans les années 2000 avait repris la gestion, s'était constituée pour reprendre la gestion parce qu'il y avait des difficultés. Donc là, on a 12 personnes qui vivent 24 heures sur 24, accompagnées 24 heures sur 24 par des auxiliaires de vie. On a aussi 2 personnes en journée, 1 personne la nuit. Il y a un directeur à mi-temps et un agent technique d'entretien. Et il y a une implication des familles dans la gouvernance, puisque c'est une association qui avait été créée par les familles, et puis qui sont aussi impliquées dans l'accompagnement. Chaque famille devait s'engager à assurer une présence le week-end 2 après-midi par trimestre, qui permettait d'avoir un petit peu moins de personnel et de faire des économies sur le personnel en week-end. L'objet, donc, rassembler des personnes concernées par la prise en charge de parents âgés en perte d'autonomie, ou ces personnes elles-mêmes lorsque les familles font défaut. Et la suite de l'objet, donc, que j'ai retrouvé dans les statuts de l'association, créer et gérer des services et structures ou autres moyens grâce auxquels ces personnes âgées bénéficient de conditions de vie communautaires, à plein temps ou à temps partiel, dans un environnement le plus proche possible de leur environnement géographique et affectif habituel. Donc, quand j'ai quand j'ai préparé mon intervention, donc je regardais sur Internet, est-ce que je pouvais trouver des photos. Et j'ai retrouvé donc deux numéros du magazine de Sceaux qui, à 4 ans d'intervalle, ou 3 ans d'intervalle, annonçait l'anniversaire d'une centenaire qui habitait là. Donc une dame, on a fêté ses 103 ans, et puis on a fêté ses 107 ans dans cette petite unité de vie. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est fini, c'est-à-dire donc la gestion allait être reprise par un EHPAD, les repas allaient être livrés, donc ne seraient plus faits sur place, la famille n'aurait plus le même rôle. Donc, cette petite introduction, pas petite d'ailleurs, un peu trop longue, pour vous dire, donc on avait 2 projets qui émanaient d'un même mouvement de recherche alternative à l'institution en Europe à la fin des années 70, avec des principes et des valeurs communes. Donc c'était un rejet de l'institution totale. Années 70, on était encore dans le mouvement, on était en début du mouvement d'humanisation des EHPAD, des institutions, c'est-à-dire qu'on n'était pas très loin des salles communes. Et donc, les promoteurs de ces initiatives ont voulu mettre en valeur un mode de vie comme chez soi, une articulation avec services et partenaires du domicile, la préservation de l'autonomie par la promotion de la participation des personnes aux activités de la vie quotidienne, un habitat adapté et sécurisé par une présence de personnel 24 heures sur 24, et un ancrage dans l'environnement social, économique et culturel, et la volonté de préserver les liens des résidents avec les familles et les proches. Donc ça, c'est des valeurs qui étaient communes à ces différentes initiatives dans différents pays d'Europe. Ça s'appelait groupe living, appartement communautaire, il y avait un certain nombre de dénominations, et avec un devenir très, très variable suivant les pays. Donc moi, j'ai continué à travailler sur la France et sur l'Allemagne suite à ces deux premières expériences. Donc moi, je m'en suis intéressée au moment, donc dans le troisième... vers 2008, j'ai commencé à y travailler. Ce qu'on voit sur ce graphique, donc on a des initiatives qui ont été antérieures en France par rapport à l'Allemagne, donc dès la fin des années 70, avec un engouement pour ce type de dispositif. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, beaucoup d'approches qualitatives, beaucoup d'articles. Finalement, les pouvoirs publics s'en sont saisis en 86 en recommandant d'une part le développement de structures type Cantou dans les établissements et puis le développement de petites unités de vie. Donc ça a été un outil, ça s'est développé donc
en partenariat. C'était un outil d'aménagement local. Donc un essor jusqu'en 2001 où il y a eu une reconnaissance, enfin, il y a une reconnaissance des PUV, il y avait une nécessité de faire prendre en compte ces dispositifs par la loi de médicalisation des EHPAD. Et malheureusement, ce temps de reconnaissance a été aussi un coup d'arrêt. Ce qui a été reconnu, c'était donc les plus petites structures jusqu'à 25 personnes qui sont rentrées qui ont eu le même traitement que les foyers logements, et donc c'était pas du tout adapté. Et donc depuis les années 2000, il y a davantage de fermeture que d'ouverture. En Allemagne, donc le démarrage a été plus tardif, avec la première initiative en 1995, à l'initiative des Petits Frères des Pauvres à Berlin. Il y a eu aussi un engouement, un intérêt, avec une démarche très systématique d'appel à projets, de soutien des expérimentations, d'évaluation, de modélisation et de mise en place d'une ingénierie pour permettre le développement. Donc dans les années 2000, 2000-2003, le ministère de la Famille et des Seniors a demandé aux Petits Frères des Pauvres de faire un guide à l'attention des porteurs de projets pour permettre la duplication de ce type de projet. Et puis donc il y a eu encore un certain nombre d'expérimentations, d'évaluations. Et dans les années 2010, ou entre 2008 et 2010, donc mouvement inverse de la France, il y a eu un transfert de compétences, un transfert de compétences de la réglementation sur les EHPAD du gouvernement fédéral aux régions. Et donc il y a eu un travail collectif à la fois des porteurs de projets et des législateurs dans les différentes régions pour avoir une réglementation qui permette à ce type de structure de se développer tout en restant du domicile. Et puis donc dernière étape en 2013, l'équivalent de l'assurance dépendance, donc l'assurance de l'APA, l'assurance soins, a décidé de se financer ces projets. Donc d'une part avec 200 € par personne et par mois vivant là, et puis avec une dotation aussi pour les investissements initiaux. Ce qui fait qu'on est passé de 1600 à 3007 en 3 ans. Alors qu'en France, on était passé d'environ hors de grandeur 1000 en 2006 à quasiment plus grand-chose. Il faudrait que je demande à la Fondation Médéric Alzheimer leur dernier recensement. Avec simplement en France, donc, quand même des initiatives qui se développent hors loi 2002. Donc, qu'est-ce qui se développe en France? Donc, vous avez d'une part les domiciles partagés du Morbihan, qui sont un des rares survivants des petites unités de vie, dans la mesure où ils étaient restés, ils n'étaient pas rentrés dans l'établissement, ils étaient restés du domicile. Donc, c'est exactement le même modèle. Donc, vous avez 8 personnes qui habitent dans 2 T5 couplés, ce qui fait que quand on n'a plus besoin, on refait de T5, et donc ça peut être habité à nouveau par des familles, et qui sont accompagnés 24 heures sur 24 par 2 auxiliaires de vie, qui sont donc employés en mandataire. Une différence, à la différence de la France, c'est la participation des familles à la gouvernance, donc qui est très faible. On a déjà fait le service qui s'occupe de ça, donc en partenariat avec les CCAS et avec les bailleurs sociaux, et le conseil départemental dit qu'ils ont du mal à impliquer les familles. Donc on a aussi les maisons AGV, qui sont un dispositif avec 2 familles qui habitent à l'étage, dont une personne est auxiliaire de vie et qui s'occupe de 6 personnes. Donc là aussi, on a une présence 24 heures sur 24. On a aussi quelques initiatives, donc la maison d'utile à Beauvais, donc qui est une initiative qui a été soutenue par les Petits Frères des Pauvres et qui a été aussi à l'initiative d'Aidants.
En Lozère aussi, il y avait une colocation, mais qui a fermé depuis. Et puis, on a des projets comme la Maison des Sages à Paris. Donc, c'est une association qui essaie de développer des colocations selon le modèle allemand. La Maison du Til aussi s'était inspirée du modèle des Petits Frères des Pauvres. Alors, en Allemagne, comment ça se fait que ça s'est développé comme ça? Donc, il y a eu un ensemble d'études qui a été faite depuis le début. On n'a pas d'articles, très peu d'articles scientifiques au sens propre, parce que bon, ça n'a pas donné... on a toute une grosse bibliographie, mais qui n'a pas donné à des publications scientifiques. Mais en tout cas, donc, qui a quand même créé un consensus sur le fait que c'est un mode d'accompagnement personnalisé qui répond particulièrement bien aux besoins des personnes désorientées, conciliant normalité, familiarité d'un lieu de vie comme au domicile, avantage de la vie sociale en petite communauté et possibilité de bénéficier d'une continuité d'aide et de soins. Donc un élément très important par rapport à la France, c'est aussi l'importance qui est mise dans la garantie des droits fondamentaux. Donc si ça s'est développé davantage en France, c'est parce que le curseur entre sécurité et garantie de la liberté a été placé différemment. Donc on pense que c'est une vraie alternative à l'établissement médicalisé et qui permet le plus souvent, donc avec quand même certaines limites, aux personnes d'y vivre jusqu'à leur décès. Et puis donc un moyen d'un accompagnement de proximité, proche du lieu de vie des personnes, qui leur permet de maintenir le lien social et d'appliquer un principe qui est inscrit dans la loi de la sécurité sociale, qui est ambulante stationnaire, c'est le soin qui doit aller à la personne et pas la personne aux soins. Donc c'est aussi une possibilité de préserver l'implication des aidants, de mobiliser la société civile, et donc c'est aussi un dispositif à l'infrastructure légère, puisque ça se passe dans un appartement il faut que ça soit un grand appartement ou un appartement couplé, mais bon, c'est quelque chose de réversible. Donc, les conditions du développement, ça a été un cadre réglementaire adapté, une communication pour faire connaître le concept sur le site du ministère, l'équivalent de pour les personnes âgées.gouv. C'est une optique qui est donnée au même titre que les autres. Une ingénierie sociale pour accompagner les porteurs de projets. C'est-à-dire que dans chaque région, il y a une structure pour accompagner les porteurs de projets, un soutien financier et puis donc des partenariats. En Allemagne, d'un point de vue politique, on a aussi un soutien aux différentes... ils appellent ça les formes alternatives. Donc en particulier un soutien à l'habitat participatif dont on parlera, je pense, dans la table ronde prochaine. Et plus globalement, la volonté d'un sentiment de perspective. Donc pour arriver à dire que c'est le soin qui va à la personne et pas la personne au soin, il faut au niveau des quartiers restructurer toute l'offre pour que dans chaque quartier, chaque personne trouve le soutien dont elle a besoin autour de chez elle. Et donc là, ça signifie développer des partenariats, développer des nouveaux services comme arriver à ce qu'on soit sécurisé 24/24 et que si on appelle, l'appel tombe pas chez les pompiers qui vont casser la porte et amener les gens aux urgences. Voilà, donc il y a aussi donc, des appels à projets pour que les nouveaux modèles aillent encore plus loin dans l'accompagnement des personnes pour qu'elles puissent vivre le plus longtemps possible dans leur quartier. Donc très rapidement, sur la France, on a vu que donc, les initiatives anciennes dans le cadre du médico-social ou portées par le médico-social avaient décliné, mais donc dans les dernières années, dans les 10 dernières années, on a un foisonnement d'initiatives hors médico-social. Donc là, c'est un graphique qui a été fait par l'Agence de développement de Lille Métropole pour essayer d'organiser les différentes initiatives. Alors moi, je vous propose un autre schéma pour les organiser, voir comment se passe l'habitat alternatif en France. Donc à partir de 2 axes, puis je rajouterai une 3e dimension. Le premier, c'est le partage de services.
Donc est-ce que c'est des habitats où on a du service ou pas de service? Et puis l'autre, c'est du partage espace. Est-ce qu'on est dans un endroit où il y a beaucoup d'espaces privatifs ou des endroits où seule la chambre est un espace privatif? Donc, on va avancer un peu plus vite. Donc, vous avez au niveau de l'EHPAD, donc là, oui, j'ai cité, c'est Laurent Novick qui a développé ce schéma. Donc, on a d'un côté des logements complètement indépendants, et puis, donc, de l'autre, vous avez l'autre bout de la diagonale, donc les l'EHPAD. Ensuite, vous avez des endroits un peu particuliers, donc je pense qu'on va en parler tout à l'heure, l'EHPAD à domicile. Et puis vous avez donc, si on rajoute une dimension qui est la dimension de la gouvernance et de la participation des personnes à la conception, à la gestion du lieu de vie, donc vous avez ce que j'ai rajouté en vert, qui sont ces formes nouvelles où on essaie quand même de donner une place un petit peu particulière, de remettre la personne au centre et de la faire participer davantage à la gouvernance et à la gestion. Donc, c'est ce à quoi je me suis intéressée dans l'étude dont je vais vous parler très, très rapidement et qui maintenant a pris corps sous l'appellation de l'habitat inclusif dans la loi Elan, donc la loi sur la rénovation du logement. Et puis vous avez donc là où il n'y a pas du tout de service, quelque chose dont on va parler tout à l'heure, qui est l'habitat, enfin dont vous allez parler dans la prochaine table ronde, qui est l'habitat participatif. Donc, je vous disais donc que j'ai travaillé dans le cadre du collectif Habiter Autrement, donc avec des porteurs de projets sur ces formes émergentes. Donc, dans le cadre de ce collectif, donc, nous avons fait un repérage de ces initiatives d'habitat alternative. Et donc, j'ai mené une enquête qualitative auprès de 10 réalisations qu'on a sélectionnées pour rendre compte de la diversité. On n'est pas du tout représentatif, mais on a essayé d'aller voir des endroits qui étaient très divers, donc avec des visites, entretiens auprès des partenaires et des différentes parties prenantes, dont les habitants, et participation à des temps conviviaux autour du personnel. Donc, dans un champ qu'on avait appelé Habitat alternatif, citoyen solidaire, accompagné donc, de l'habitat intermédiaire adapté, avec un accès aux services, affilié à un collectif pour soutenir les relations sociales, et puis donc citoyen solidaire, donc comptant sur l'implication des personnes et la solidarité pour faire face au vieillissement, laisser une participation, la place pour la participation aux personnes concernées au-delà du conseil de la vie sociale, et puis par contre un accompagnement par divers acteurs, dont les professionnels. Alors globalement, j'ai rencontré des gens donc, satisfaits, donc, que ce soit les différentes parties prenantes, que ce soit les partenaires qui ont monté le projet, les porteurs de projet, les salariés ou les habitants. Tout le monde était fier d'avoir participé à ces aventures, avec un habitat qui associait convivialité, sécurité et autonomie de décision. C'était chaque fois des gens qui avaient des baux, ils étaient chez eux, maîtres chez eux. Même dans le cas de colocation. Donc avec du logement adapté, le respect un accompagnement adapté, le respect de leur intimité, de leur vie privée et une bonne insertion dans la cité. Alors parmi ces 10 initiatives qu'on avait choisies, donc on a repéré un certain nombre de groupes, en particulier en fonction des types d'initiatives. Donc on a des initiatives d'ancrage local, montées en partenariat par les collectivités, les bailleurs sociaux et les acteurs de la gérontologie, pour des personnes habitant à proximité et plutôt autonomes, avec un accompagnement qui était surtout préventif de la perte d'autonomie, et qui était basé, donc on verra, je détaillerai les 4 supports, sur du soutien à la convivialité essentiellement. Ensuite, des initiatives impulsées par des citoyens, pour des personnes très fragilisées, en particulier par la maladie d'Alzheimer, et donc qui là propose une véritable alternative à l'EHPAD, avec donc un soutien qui est d'abord de l'aide à la personne et puis aussi un soutien à la convivialité. Ensuite, un autre type d'initiatives qui sont des initiatives portées par des associations à caractère social, donc pour des personnes fragilisées par une précarité sociale ou économique,
et donc pour leur permettre de sortir du mal logement et de l'isolement. Et donc là, on a le soutien qui est basé beaucoup sur l'aide à l'inclusion sociale. Donc là, je vais passer tout de suite aux quatre supports pour les détailler. Donc, dans tous ces habitats, le premier support qui est mis en œuvre, c'est de la veille. C'est-à-dire qu'on a une présence et une attention bienveillante, à la fois du ou des salariés qui font l'accompagnement, mais aussi des habitants entre eux. Ils se connaissent les uns les autres, ils savent les habitudes. Si les volets ne sont pas ouverts à telle heure, eh bien, on sait qu'on va aller voir ce qui se passe. Donc il y a cette attention bienveillante qui permet de détecter les difficultés ou les situations de crise, donc aussi le personnel qui est présent. Ensuite, le soutien à la convivialité, donc c'est le personnel qui pourra s'appeler auxiliaire de vie, intervenante, maîtresse de maison, gouvernante, qui organise des temps de rencontre d'activité, des temps de présence, des visites aux locataires, et qui est là pour instaurer une dynamique collective, donc rompre... éviter l'isolement et le repli sur soi. Ensuite, donc on a dans beaucoup moins de dispositifs donc de l'aide à la personne. Là, c'est essentiellement quand il y a un accompagnement 24 heures sur 24. Et puis le quatrième support qui est l'aide à l'inclusion sociale. Là, il s'agit de l'aide aux démarches administratives et sociales, l'aide pour l'accès aux droits, l'aide à l'informatique, l'aide au transport. Et donc là, c'est très important donc, dans les associations, dans les habitats qui accueillent des personnes qui sont en précarité, mais c'est aussi important, la fracture numérique est visible partout. Et il y a aussi une synergie, c'est-à-dire que quand ces intervenants donc, ont rendu des services, ont été efficaces sur des problèmes administratifs, les propositions de convivialité qu'ils proposent passent beaucoup plus facilement sans crainte d'être infantilisées. Donc il y a une relation de confiance qui s'instaure là-dessus. Donc la mise en œuvre de ces dispositifs, c'est un défi pour préserver l'accessibilité économique à toutes, ou à tous d'ailleurs. Donc c'est des modèles qui ne sont pas viables économiquement sans subvention ou sans la philanthropie. On a un cadre juridique qui à l'époque n'était pas sécurisé, qui commence à être un peu plus confortable avec la loi Elan, mais on n'est pas encore sorti des difficultés. Donc on a des organisations qui sont en apprentissage, des partenariats assez complexes, des nouveaux métiers pour l'accompagnement au quotidien et pour l'ingénierie. Donc l'introduction par la loi Elan du forfait d'habitat inclusif devrait consolider cette initiative. Bon, je ne vais pas me lancer dans la loi Elan, mais elle introduit ce type d'habitat, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap, et la possibilité d'un financement par le biais de la conférence des financeurs. Donc c'est une perspective, et puis ça doit c'est avec une dotation assez faible au départ, mais qui peut permettre de rendre les partenaires potentiels moins frileux, puisque c'est quelque chose qui est reconnu maintenant. Alors la question, c'est la limite de ces dispositifs. Alors suite à l'intervention de ce matin, je ne sais plus comment il faut dire, quel est le mot à employer pour qualifier ces habitats qui ont une organisation autour. Alors, s'y installer peut permettre de retarder ou même d'éviter une entrée en établissement, parce qu'elles ont un réel caractère de prévention de la perte d'autonomie. Bon, on ne l'a pas prouvé numériquement en France. En Allemagne, il y a eu une étude sur le retour sur investissement social qui a montré un meilleur devenir des personnes par rapport à un établissement classique ou le domicile ordinaire. Donc il y a un réel caractère prévensible, et puis un étayage et un caractère rassurant qui fait que dans certaines conditions, une personne qui se sentait fragilisée serait rentrée en EHPAD et n'a pas besoin d'y aller, peut rester. Enfin, ça ne veut pas dire que ça remplace l'EHPAD, mais ça peut permettre de retarder une entrée. Ensuite, la limite à l'accompagnement est fonction de l'organisation.
ce que j'ai vu partout dans ces 10 endroits, c'est qu'on a des habitats qui sont très soutenants pour les couples aidants-aidés. Dans la mesure où le couple aidant-aidé, donc l'aidant est fragilisé, et là, dans un environnement comme ça, donc avec des voisins bienveillants et un professionnel rassurant, donc c'est vraiment un facteur de soutien pour la personne. Donc, quand on est avec du personnel 24 heures sur 24 et bien formé, ben, on repousse les limites quasiment comme dans un établissement, avec un facteur aidant, c'est qu'on est dans un environnement en général qui permet mieux de gérer les troubles de comportement ou qui même évite. Bon, si vous avez un grand jardin, vous pouvez sortir, et que la déambulation est plus facile, et puis le cadre est plus familier. Donc on a un facteur positif par rapport aux troubles de comportement. Bon, par contre, en revanche, effectivement, le petit groupe et le collectif des familles peut décider que le comportement de la personne n'est plus adapté. Donc effectivement, il peut y avoir des sorties là où un établissement serait plus tolérant. Voilà, bon, je vais rester... Si. Alors, mon PowerPoint est assez succinct, vous allez le voir. Ne rigolez pas, merci. Donc, ma présentation d'aujourd'hui porte sur une recherche en cours dont l'objet d'étude est un EHPAD d'Or-les-Murs. Donc, pour commencer, il va de soi qu'il est important pour moi de définir ce que c'est qu'un EHPAD d'Or-les-Murs, vu que ça ne fait pas forcément écho à tout le monde ici. Et le terme d'EHPAD d'Or-les-Murs sert généralement à décrire des dispositifs qui servent à accompagner des personnes âgées dans leur domicile ordinaire avec un niveau de prise en charge proche de celui d'un EHPAD. Ces types d'initiatives se déclinent sous une diversité de formules. Et elles ont pour point commun de proposer des services d'accompagnement à domicile renforcés. J'ajouterai autre chose, c'est qu'elles ont pour point commun aussi de s'appuyer bien souvent sur des EHPAD, dont le périmètre d'action n'est plus celui de l'institution, de l'établissement, mais le territoire, ce qui brouille finalement la frontière entre l'institution, l'établissement et le domicile. D'où la nomination EHPAD d'Or-les-Murs. J'ajouterai une remarque supplémentaire à ces éléments de définition quant à la terminologie même d'EHPAD d'Or-les-Murs. Je reprends là le vocabulaire indigène, pourrait-on dire, dans la mesure où il s'agit du terme le plus souvent utilisé par les acteurs professionnels ou par les initiateurs de ces types de dispositifs. Il existe une pluralité de dénominations comme EHPAD à domicile, pôle gérontologique ou dispositif d'accompagnement à domicile renforcé, voire même EHPAD hors l'EHPAD. Mais tous ces ensembles de dispositifs ont pour point commun, ce que j'ai dit au début, de brouiller les frontières entre le domicile et l'établissement et le plus souvent de s'appuyer sur un EHPAD pour assurer qualité de vie, coordination, renforcer l'accompagnement au domicile ordinaire des personnes âgées. Pour aller un peu plus en avant dans les éléments de définition, je vous proposais une typologie, puisque je l'ai dit, les EHPAD d'Or-les-Murs reposent sur une grande diversité de philosophies, une multiplicité de modèles. Alors, tout d'abord, les initiateurs. L'orientation donc du dispositif d'EHPAD d'Or-les-Murs est très largement dépendante de son initiateur, vous en doutez. Ça peut être des pouvoirs publics, des associations ou des entreprises. La philosophie varie, les services mis en œuvre vont aussi
être dépendant des initiateurs. Ça peut, ma typologie est construite comme de la sorte que l'un n'exclut pas forcément l'autre. Ça peut être des pouvoirs publics, une association, une entreprise et association. Voilà, les catégories ne sont pas excluantes. Outre les initiateurs, quels sont les publics à qui s'adressent ces dispositifs d'EHPAD hors les murs? Cela peut être soit, bien sûr, des personnes âgées en perte d'autonomie, des personnes présentant des pathologies spécifiques comme Alzheimer, des adultes en situation de handicap, des personnes isolées, mais aussi les proches. Ces dispositifs doivent donc pouvoir s'adapter à la singularité des profils, des personnes, et proposer un accompagnement personnalisé qui prend aussi en compte l'évolution des états de santé ou des trajectoires de vieillissement des personnes. Voilà pour ce qui est des publics. Voilà maintenant l'organisation. Les logiques organisationnelles peuvent elles aussi être très variables d'un EHPAD hors les murs à l'autre. Alors ça peut bien sûr s'appuyer sur des structures existantes comme un EHPAD, mais aussi un SAD ou un SIAD. SAD, je ne sais pas si ça va pour tout le monde, mais c'est, je vois des hochements de tête dans le public, donc c'est les services d'aide à domicile, et les SIAD sont les services de soins infirmiers à domicile. Des dispositifs ad hoc, c'est-à-dire que l'EHPAD à domicile, l'EHPAD hors les murs, pardon, je peux reprendre ces deux mêmes termes lors de mon propos sans que ça induise des différences dans ce que je veux dire. Donc, peut être construit à partir de structures ad hoc, c'est-à-dire qu'on crée des organisations qui constituent en soi un EHPAD hors les murs. C'est aussi, la logique organisationnelle peut être celle d'un réseau, voire de partenariat. Vous voyez encore une fois différentes philosophies. Les services proposés sont également très nombreux. Je ne les ai pas forcément tous listés, j'en ai peut-être oublié, mais voici les principaux. Donc les soins, l'aide à la vie quotidienne, coordination gérontologique, animation socioculturelle, la téléassistance, l'accompagnement administratif, l'hébergement d'urgence là dans un EHPAD, une astreinte infirmière de nuit qui interviendrait au domicile ou qui serait joignable par téléphone, le répit à l'EHPAD, l'accompagnement psychologique, des séances de kiné à domicile, la psychomotricité, une adaptation du domicile, des transports entre le domicile et l'EHPAD. Donc vous voyez que l'inclusion sociale est souvent un service ou un objectif qui est affiché. Comme là, il peut y avoir des choses comme l'animation socioculturelle ou des aides administratives qui sont mises en place. Donc ça ne se restreint pas aux seuls aspects les plus sanitaires. Et pour ce qui est des services, il faut aussi penser que l'accès à tel ou tel service dépend des besoins des personnes accompagnées. Mais là encore, je voudrais préciser que des logiques de non-recours peuvent exister, c'est-à-dire que même si les personnes peuvent être accompagnées par ces dispositifs, il y a un ensemble de freins ou de limites qui peuvent induire des non-recours à tel ou tel service, voilà, comme les soins, l'aide à domicile ou l'utilisation d'une téléassistance. J'y reviendrai peut-être. Un dernier élément pour construire cette typologie, qui, je l'espère, vous aide à comprendre un peu mieux les différents modèles d'EHPAD hors les murs, concerne le modèle économique sur lequel ces différents dispositifs reposent. Là encore, il y a de nombreuses options possibles qui peuvent se cumuler. Un financement de l'ARS à partir d'un forfait soins, donc l'APA, dont peuvent bénéficier les personnes âgées, l'aide sociale, le mécénat, les fonds associatifs et un reste à charge pour les bénéficiaires, qu'ils soient mutualisés ou individualisés. Je tiens encore une fois à ajouter que les initiatives mettent généralement en avant un coût de prise en charge à domicile inférieur à celui des EHPAD. Et que les dispositifs soulignent bien souvent des gains financiers liés à la prévention des risques, ou à des ruptures dans les parcours de vie, comme par exemple
le fait d'éviter des hospitalisations d'urgence. Autant d'éléments que l'étude que l'on mène actuellement avec mes collègues à Paris-Dauphine tente d'objectiver. Quant au modèle économique, j'ajouterai enfin, comme ce matin on a évoqué la remise du rapport Libaud à Agnès Buzyn hier même, que ce rapport propose une proposition justement, qui est celle-là de créer un statut d'établissements territoriaux pour que ce type d'initiative d'EHPAD hors les murs trouve un cadre financier plus stable. Donc là, peut-être, avec ce statut d'établissements territoriaux, peut-être on verra une nouvelle dénomination même, qui ne sera plus EHPAD hors les murs, mais établissements territoriaux, qui viendrait se surajouter aux nombreux termes que j'ai évoqués en introduction, mais qui réglera peut-être des problèmes quant à la pérennisation de ces dispositifs qui ont été évoqués ce matin par Manon. Pour nourrir et aller un peu plus, pour vous donner des éléments de détail de ce que c'est qu'en réalité un EHPAD hors les murs, je voudrais vous présenter succinctement l'expérimentation que j'étudie avec mes collègues Béatrice Fermont et Sandrine Dufour, donc à Paris-Dauphine. Il s'agit de l'expérimentation EHPADADOM qui a été lancée par la Croix-Rouge sur le territoire de Sartrouville, donc dans le nord de Paris, en novembre 2017. Cette expérimentation s'appuie donc sur un EHPAD, l'EHPAD Stéphanie, qui compte 90 lits, et il associe donc à cet EHPAD un SAD et un SIAD de 39 places qui sont sur cette même commune de Sartrouville, mais à quelques centaines de mètres de l'EHPAD. Et enfin, j'ajouterai que ce dispositif-là, en plus d'articuler un EHPAD, un SIAD et un SAD, mobilise aussi un service de téléassistance, qui est l'entreprise Blue Linea. Donc à ce jour, 23 personnes sont bénéficiaires de cette expérimentation, depuis peu. Voilà. Il y a donc, pour détailler un petit peu ce dispositif et les services qui sont offerts aux personnes accompagnées, il y a d'une part un volet domicile, si je puis dire, où les personnes accompagnées peuvent bénéficier bien sûr de soins, d'aides pour les gestes essentiels à la vie quotidienne, des aides aux tâches domestiques, des interventions de nuit par une infirmière si besoin, des services de réalisation et de conseil de petits travaux pour adapter le logement si besoin, encore une fois. L'accès à une plateforme de téléassistance, comme j'ai dit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est en lien avec les professionnels d'EHPADADOM. Et aussi une coordination des différents acteurs ou des professionnels qui interviennent au domicile. En plus de ces différents services qui sont apportés au domicile, s'ajoutent des services qui sont propres à l'EHPAD. Donc les personnes accompagnées par EHPADADOM peuvent bénéficier donc d'un hébergement d'urgence pour 72 heures. Ça peut être pas forcément une urgence sanitaire, mais ça peut être à la demande des personnes accompagnées ou de leurs proches. Ils peuvent aussi se rendre au restaurant de l'EHPAD, suivre les séances collectives ou individuelles avec une psychomotricienne, avec le psychologue ou la psychologue de l'EHPAD, aller à des ateliers de prévention, suivre les animations de l'EHPAD, dont même les sorties, se rendre au PASA, qui est un lieu destiné à accueillir donc, en journée des personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Et aussi, ils peuvent se rendre à la HRDA, qui est un lieu d'accueil et de lien social, encore une fois, pour les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez bien cette articulation du domicile et de l'EHPAD dans une même formule. J'ajouterai que ce dispositif d'EHPADADOM est financé par la Croix-Rouge, mais aussi la Fondation Médéric Alzheimer et Malakoff Médéric. Enfin, j'ajouterai que l'ARS a autorisé le dispositif à titre expérimental pour 2 ans.
Voilà pour ce qui est de cette présentation un peu succincte du dispositif, sans que je sois entré dans qui sont les bénéficiaires, quels sont leurs profils socio-économiques ou leur âge, etc. Je pourrais y revenir si besoin. L'enquête que je mène actuellement avec mes collègues a été lancée depuis le début du dispositif et il repose sur une méthodologie mixte, à la fois quantitative et qualitative. Donc la partie quantitative de la recherche repose sur des données statistiques qui portent sur les bénéficiaires donc des EHPAD et leur prise en charge. La partie qualitative repose quant à elle de manière classique, sur la passation d'entretiens semi-directifs auprès des bénéficiaires, de leurs proches et des professionnels engagés dans ce dispositif. L'enquête, comme je l'ai dit, est toujours en cours. Je ne vais pas vous présenter des résultats stabilisés à ce stade, mais j'aimerais aborder 2 questions de recherche avec vous pour susciter certaines réflexions ou amener à justement interroger ce dispositif. La première question que je souhaiterais soulever avec vous, l'EHPAD hors les murs, une solution moins coûteuse que l'EHPAD. Et la seconde, que nous verrons ensuite, l'EHPAD hors les murs, une solution au cloisonnement de l'offre gérontologique. À chaque fois, je partirai de l'exemple d'EHPAD ad hoc pour nourrir ces 2 questions. Donc l'EHPAD hors les murs, une solution moins coûteuse que l'EHPAD. Plus largement, peut-être, peut-on comparer le coût d'un EHPAD hors les murs avec celui d'un EHPAD ? Voilà la question que nous nous posons et qui nous a été posée par les financeurs de ce dispositif et par la Croix-Rouge qui souhaite avoir des retours sur ce dispositif. Donc, que coûte, du coup, vous vous demandez tous, que coûte l'EHPAD ad hoc ? Le tarif de base pour un bénéficiaire, c'est 174 €. 174 € par mois. Il s'agit du tarif de base qui donne accès aux services proposés par EHPAD ad hoc. Certains de ces services sont gratuits, comme la distribution de médicaments au domicile des personnes âgées, le droit de se rendre à l'EHPAD, d'aller suivre des séances de psychomotricité, de bénéficier du répit, de la HRDA, d'avoir un hébergement d'urgence pendant au moins 72 heures. Cela sont des services qui sont gratuits. À ces services gratuits s'ajoutent d'autres services qui sont payants, donc qui font gonfler l'enveloppe le tarif de 174 € de base. Ces services payants peuvent être par exemple le coiffeur, si vous allez manger au restaurant de l'EHPAD, pardon, voilà des exemples. Si vous allez, par exemple, si vous restez à l'EHPAD plus de 72 heures, en cas d'urgence, voilà, les coûts vont s'ajouter. De même, le recours à la coordination, elle est gratuite en soi. Et les soins infirmiers ou les soins des aides-soignantes dont peuvent bénéficier les personnes âgées sont, eux, remboursés par la sécurité sociale, comme dans les prises en charge classiques au domicile. Néanmoins, comme en prise en charge classique à domicile, les aides à domicile, donc des aides de ménage pour faire à manger, pour s'habiller, pour faire à manger, pour le ménage, pour faire les courses, entraînent un coût supplémentaire qui est à la charge des bénéficiaires. Donc le reste à charge lié à EHPAD ad hoc peut donc être de 74 €, tout comme atteindre des sommes beaucoup plus importantes, de 1 000 €, voire plus. Vous me dites, tout dépend des besoins qu'ont les personnes âgées, notamment en termes d'aide à domicile. Vous me direz qu'un reste à charge de 1 000 €, voire 1 500 ou 2 000 € reste largement inférieur au tarif de nombreux EHPAD. Là, vous avez tout à fait raison. Le tarif médian des EHPAD des Yvelines est de 2 963 € par mois. 3 points d'attention doivent toutefois être soulignés si l'on veut comparer toutefois le coût d'un dispositif EHPAD hors les murs avec le coût d'un EHPAD. Je vais détailler ces 3 points d'attention. Premièrement, c'est que nous devons d'abord rappeler que le tarif d'une place en EHPAD se calcule à partir du tarif dépendance et du prix de l'hébergement. Or, les coûts liés à EHPAD ad hoc ne prennent pas en compte l'hébergement. Cela revient à la personne qui habite dans son domicile ordinaire de payer éventuellement son loyer, ses charges, ses impôts, etc. Deuxièmement,
Un deuxième point d'intention pour comparer EHPAD-ADOM et EHPAD, c'est que la prise en charge des personnes âgées au domicile repose la plupart du temps sur le travail non rémunéré de la famille, des proches. Donc de nombreux travaux l'ont montré, et c'est-à-dire qu'au domicile, la famille, les proches, les voisins effectuent un travail gratuit. On devrait là encore comptabiliser ce travail-là de proches, de la famille, si l'on souhaite comparer, toutes choses égales par ailleurs, un EHPAD et une offre d'EHPAD-ADOM, comme EHPAD-ADOM, pardon. Enfin, troisième point d'attention, l'EHPAD et EHPAD-ADOM sont des offres de nature différente. L'hébergement en EHPAD permet un niveau de prise en charge médicale et de sécurité qui n'est pas toujours possible au domicile. La présence d'un professionnel la nuit, par exemple, peut difficilement être transposée au domicile, même si les personnes à domicile peuvent joindre une infirmière d'astreinte par téléphone. Ce n'est pas forcément la même chose que d'avoir quelqu'un qui est au même étage ou qui peut passer la nuit en termes de sécurité ou de sentiment d'isolement, par exemple. Là où je veux en venir, pour conclure sur ce point et sur cette première question, c'est qu'il faut rompre avec l'idée que la prise en charge à domicile coûte nécessairement moins cher que celle en établissement. Cette idée fait partie du sens commun. Elle est aussi à la base de la politique de maintien à domicile telle qu'elle a été développée depuis le rapport Laroque et qu'elle continue à l'être aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas encore de résultats conséquents pour étayer le coût, que ce soit le reste à charge ou le coût pour la société de cet EHPAD-ADOM. Néanmoins, je voulais attirer votre attention sur la nécessité d'avoir un raisonnement économique qui, pour le dire vite, ne compare pas des pommes avec des poires. Je vais passer à cette deuxième question maintenant que je voulais aborder aujourd'hui. L'EHPAD hors les murs, une solution au cloisonnement de l'offre gérontologique. La deuxième question, donc, que je voulais revenir, pose qu'en théorie, l'EHPAD hors les murs rompt avec la dichotomie établissement-domicile. Je l'ai dit au départ. Et cette dichotomie-là, elle est vraiment structurante du champ gérontologique. Et aussi, l'EHPAD hors les murs repose sur le principe d'ouverture de l'EHPAD sur son territoire. Et enfin, peut-être, comme j'ai dit au début, ce qui est au cœur de ces types d'initiatives, c'est la volonté ou l'objectif de renforcer la sécurité, la continuité, la qualité de la prise en charge d'une personne à son domicile. Mais pour mettre fin justement à ce cloisonnement du champ gérontologique, un réel travail de coordination doit être mis en place. La coordination des professionnels d'EHPAD-ADOM repose, dans les faits, sur des canaux à la fois formels et informels. Donc, les pratiques formelles des professionnels s'appuient sur 3 outils principaux, qui sont une réunion de coordination qui a lieu 2 fois par semaine par les professionnels, un cahier de liaison qui est présent au domicile de chaque bénéficiaire, et enfin un logiciel de gestion des activités, des services d'aide à la personne. Il existe aussi des pratiques de coordination informelle. Les intervenants au domicile des bénéficiaires peuvent par exemple échanger entre eux au téléphone, se parler lorsqu'ils se croisent, etc. Ça, vous le comprenez aisément en termes d'organisation. Et il ne faut pas oublier que la coordination repose largement sur les bénéficiaires eux-mêmes et leurs proches. D'ailleurs, le dispositif de téléassistance vise à servir d'intermédiaire entre les bénéficiaires et les professionnels d'EHPAD-ADOM. Les personnes accompagnées peuvent entrer en contact avec les professionnels d'EHPAD-ADOM, de l'EHPAD, en passant par cette téléassistance, donc en appuyant sur un bracelet qui les met en contact avec des professionnels formés à l'écoute et qui vont éventuellement renvoyer leur appel vers l'EHPAD ou leurs proches. J'avance un peu pour souligner que l'étude que nous menons actuellement permet déjà, toutefois, d'identifier certaines difficultés ou limites qui touchent à la coordination et qui donc permettent de nuancer cette idée que l'EHPAD hors les murs est nécessairement une solution au cloisonnement de l'offre gérontologique.
Premier frein à laquelle se heurte la coordination est que les logiciels professionnels du domicile et de l'EHPAD ne communiquent pas entre eux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pleinement compatibles. À l'heure actuelle, il existe toujours un logiciel de gestion pour le domicile, un logiciel de gestion pour l'EHPAD. Une deuxième limite, une deuxième difficulté qui touche la coordination est liée aux usages de la téléassistance. Donc les entretiens menés avec les personnes âgées, leurs proches, montrent des usages très différents de ces dispositifs de téléassistance qui, finalement, ne permet pas toujours de répondre à cette fonction de coordination. C'est-à-dire que, vous l'imaginez très bien, dans les faits, tout le monde ne porte pas ce bracelet à la main. Des personnes avec par exemple atteintes de la maladie d'Alzheimer ne savent pas comment s'en servir. Donc voilà, des problèmes assez classiques de l'utilisation de la télémédecine et de l'articulation dans un dispositif plus large qui vise la coordination des soins. Une troisième difficulté qui limite la possibilité pour EHPAD-ADOM d'être une solution au cloisonnement de l'offre gérontologique a été aussi identifiée. Il s'agit des transports entre l'EHPAD et le domicile. Donc en théorie, tout repose sur la possibilité pour les bénéficiaires de se rendre à l'EHPAD, d'aller la journée à l'EHPAD, de revenir le soir, peut-être de se rendre au restaurant, d'aller à des répits, de participer des fois aux animations. Mais pendant plus d'un an, la Croix-Rouge ne disposait d'aucun véhicule adapté permettant soit le ramassage, entre guillemets, des personnes âgées, les accompagner à l'EHPAD. Et donc, il revenait aux personnes âgées eux-mêmes et à leurs proches d'organiser ces déplacements pour se rendre à l'EHPAD. Et le coût de ce déplacement les revenait aussi. Donc, les choses ont changé depuis un mois. La Croix-Rouge dispose d'un véhicule adapté et nous verrons si cela permet de renforcer l'offre, que les personnes se rendent plus souvent ou pas à l'EHPAD. Voilà les questions futures auxquelles nous pourrons répondre. Pardon. D'autres limites pourraient être présentées. Je ne reviens pas forcément là-dessus. Pour conclure maintenant, pour compléter ma définition de l'EHPAD hors les murs que j'avais fait dans l'introduction, j'avais dit que c'était une alternative à l'EHPAD et à la prise en charge à domicile telle qu'elle était traditionnellement organisée. Je voudrais ajouter que l'EHPAD hors les murs diffère d'autres contre-modèles à l'EHPAD parce qu'il revendique généralement une proximité avec cette institution. En effet, elle est souvent le prolongement direct de l'EHPAD et est construite en lien, voire repose même sur un EHPAD. C'est là, à mon sens, une différence fondamentale en termes de nature avec les offres d'habitat inclusif qui sont destinées aux personnes âgées, donc comme les habitats intergénérationnels, l'habitat participatif, les résidences services seniors, qui dans leur diversité, eux, proposent bien souvent d'échapper au modèle institutionnel totalitaire ou disciplinaire pour faire écho à la présentation de ce matin et introduire la discussion. Merci.